À tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un nouveau cours de Pierre Cavotte. Alors, je salue tous ceux qui sont là ce soir, ça me fait extrêmement plaisir de les voir ou de les revoir. On va faire aujourd'hui la 7e Mishnah du second chapitre de Pierre Cavotte. Peut-être qu'on la fera pas en entier, parce que au Hachem, elle est assez longue, mais on va voir qu'elle est extrêmement sympathique. Alors, Ouaya Omer, on a un sage qui nous dit, c'est le sage de la Mishnah précédente, Marbe Bassar, Marbe Rima. Lorsqu'il y a beaucoup de viande, ça amène à beaucoup de verre. On va voir pourquoi est-ce qu'on parle de ça. Marbe Nechassim, Marbe Dehaga. Beaucoup de biens amènent à beaucoup de soucis. Je suis sûr que vous l'avez dit, mais derrière votre micro. Marbe Nashim, Marbe Safim. Alors, bien entendu, on va prendre ça avec des pincettes, on va expliquer tout ça, mais on dit beaucoup de femmes, beaucoup de sorcellerie. Mais on va expliquer, vous en faites pas. C'est pas si obvious que ça. C'est pas, faut pas le prendre vraiment au sens simple. Marbe Shfachot, Marbe Zima. Beaucoup de servantes, beaucoup d'indécence, on verra aussi plus tard. Marbe Avadim, Marbe Gezel, beaucoup de servants, beaucoup de vols. Marbe Torah, Marbe Chaim. Alors là, on passe déjà à une deuxième partie du Pirkei Avot. On voit les côtés positifs. On dit qu'avoir beaucoup de Torah, ça amène à avoir beaucoup de vie. Marbe Yeshiva, Marbe Chorma. Beaucoup d'enseignements, ça amène à beaucoup de sagesse. On va voir aussi la différence entre enseignement et sagesse. Marbe Etza, Mabe Etfuna. Beaucoup de conseils, ça amène à beaucoup de raisons. Marbe Tzedaka, Marbe Shalom, beaucoup de Tzedaka, ça amène à beaucoup de paix. Kana Shem Tov, celui qui s'acquiert un bon nom. Kana Leatzmo, il se l'est acquis pour lui-même. Kana Lo Divrei Torah, celui qui s'est acquis des paroles de Torah. Kana Lo Chaye Olamaba, il s'acquiert de la vie future. Bezrat Hashem. Excusez-moi pour le bruit. Alors, je pense que le plus intéressant, c'est de commencer par la deuxième partie, qui est un peu plus gaie et un peu plus positive, pour essayer de comprendre comment est-ce qu'en réalité, selon aussi le principe de mitzvah goret mitzvah, une bonne chose en emmène une autre, qu'on retrouve à la première Mishnah du 4e chapitre de Pirkei Avot, il me semble. Et on va voir tous les bienfaits en réalité qu'on peut avoir et le cercle vertueux. Parce que souvent, on a l'habitude de parler de cercle vicieux. C'est quoi un cercle vicieux? C'est une mauvaise chose qui en entraîne une autre et qui revient à la première mauvaise chose et qui va encore en entraîner une autre, ce qui fait qu'on n'arrive jamais à s'en sortir parce que on va toujours en descendant et toujours Hazesham dans les mauvaises choses. Une chose, un petit peu pour expliquer ça, c'est lorsque j'ai un moment d'angoisse, Shalom, alors j'ai un examen, je vais rater l'examen, mais étant donné que je vais rater l'examen, je vais être encore plus angoissé pour valider après. Et comme je suis encore plus angoissé, je risque de rater les autres Shalom. Si je rate les autres, je suis encore plus angoissé. Et on voit qu'en réalité, on rentre dans une spirale infernale, comme on dit. Mais là, on voit que la chose, elle existe aussi, et ça c'est extraordinaire quand on y pense, elle existe aussi pour le positif. On appelle ça le cercle vertueux. Je fais une bonne chose. Par exemple, je vais donner de la tzedaka à quelqu'un. Je donne la tzedaka à quelqu'un, ça va lui faire plaisir. Et moi, ça va me rendre aussi joyeux, ça va me faire sourire. Ça va me faire sourire, ça va me donner envie de faire d'autres choses. Ça me donne envie de faire d'autres choses, je donne encore plus de tzedaka. Je donne de la tzedaka, ça me fait encore plaisir. Et petit à petit, j'augmente et je fais de plus de bonnes actions. Et ça me rend de plus en plus heureux. Alors là, par exemple, on a vu Marbe Torah, Marbe Chaim. Beaucoup de Torah, ça amène à beaucoup de vie. Pourquoi? On sait, on a l'habitude de dire Torah Traïm, la Torah de vie, etc. Mais en quoi, fondamentalement, avoir beaucoup de Torah, ça nous amène beaucoup de vie? Ce qu'on peut dire, d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir après. Beaucoup d'enseignements, ça amène la sagesse, etc. La Torah, de base, on se dit c'est quoi? On se dit c'est des enseignements, c'est un mode de vie, etc. Donc en quoi ça amène la vie? Parce qu'en réalité, comme je l'ai spoilé sans faire exprès, la Torah, c'est un petit peu un mode d'emploi de la vie, savoir comment se conduire. Et grâce à ça, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir avoir la vie. Parce que dans la vie, on sait, première chose, grâce à la Torah, on sait qu'est-ce qu'il faut manger pour que ce soit bon pour notre corps et pas bon pour notre corps. C'est tout ce qui est cachère. Vous allez me dire, oui, mais en réalité, quand on voit c'est quoi les règles de cache-route, c'est il faut que l'animal ait un sabot fondu, qu'il rumine, que les poissons aient des nageoires et des écailles. Mais en quoi est-ce que ça, en quoi c'est meilleur pour mon corps qu'un animal qui en a pas? En réalité, on se rend compte que les animaux, s'ils ruminent, ça veut dire qu'ils sont herbivores.
s'ils sont herbivores, ce qui ne sont pas par définition carnivores. Herbivores, c'est ceux qui vont manger que de l'herbe, etc. Et les carnivores, ceux qui vont manger de la chair animale. Et on a un principe selon lequel, d'ailleurs qui est reconnu partout, on est ce qu'on mange. C'est-à-dire, ce qu'on va manger, ça va influencer et ça va influer sur notre corps. Ce qui fait que si je mange un animal carnivore, alors je vais manger cet animal qui a mangé d'autres animaux en les chassant, en les tuant, etc. Et ça va m'amener un instinct un petit peu de sang, de danger, d'envie, comme ça. Et qui est mauvais pour le corps, selon le principe, on est ce qu'on mange. Si je vais manger un guépard qui a l'habitude de sauter sur sa proie, de la déchiqueter, alors ça va me donner des pulsions. Par contre, si je mange une vache qui est toute douce, qui mange de l'herbe, qui broute, qui vit sa vie paisiblement, alors ça va m'amener à une vie paisible. D'ailleurs, ça explique aussi pourquoi est-ce qu'on fait la shrita, l'abattage rituel. Parce qu'en faisant la shrita, en réalité, on coupe un vaisseau sanguin qui arrête immédiatement l'afflux de sang dans le cerveau, ce qui fait que la bête ne souffre pas et meurt directement. Alors maintenant, d'un point de vue médical scientifique, c'est-à-dire quoi ne souffre pas? Ça veut dire aucun nerf n'est excité. Et c'est ça le but. Parce que si on la tue autrement, par exemple, on lui tire, on l'égorge pas rituellement ou bien on fait quelque chose qui la fait souffrir, alors là, elle va avoir peur, ses nerfs vont s'exciter et lorsqu'on va la manger, bah, ses nerfs excités vont se figer au moment de la mort. Et donc, en la mangeant, on va manger des nerfs comme ça, excités, ce qui est très mauvais pour le corps. D'ailleurs, aussi, une autre halakha, une autre loi très sympathique, une des explications qu'on donne pourquoi est-ce qu'on ne doit pas mélanger le lait et la viande. C'est le tevachel gedi bachalevimo. Alors, bien entendu, on connaît tous l'explication selon laquelle c'est cruel, d'un point de vue moral, de tuer le petit et sa mère et de mélanger les deux et de les manger. Mais il y a aussi autre chose. Les scientifiques se sont rendus compte que lorsqu'on fait ça, le calcium du lait va détruire les protéines de la viande et les protéines de la viande vont détruire le calcium du lait. Ce qui fait que tous les apports qu'on était censé avoir grâce à ces aliments, on les perd. Normalement, on prend du lait pour avoir du calcium pour fortifier les os. Et bien, ce calcium va être perdu à cause des protéines de la viande. Et la viande, on le prend pour des protéines pour avoir de la force et de l'énergie. Et bien, elles vont être détruites par le calcium, ce qui fait qu'il va rester quoi? Que de la graisse. Et on sait que c'est pas bon de manger que de la graisse. Ça fait que grossir et ça n'a aucun apport pour le corps. Donc on voit même ça, derrière, même si on cherche juste des explications scientifiques, on voit à quel point c'est bien. Donc là, déjà, ça nous donne une première explication pourquoi est-ce que Marbe Torah, Marbe Chaim. Beaucoup de Torah, ça amène à beaucoup de vie. Parce que si je suis scrupuleux et que je fais attention, même à des choses que je ne comprends pas, en réalité, c'est que pour mon bien. Et d'ailleurs, donc ça, c'est pour les aliments. Donc on voit que Mamage, d'un point de vue scientifique et physionomique, ça apporte que des bonnes choses. Mais même d'un point de vue des Eretz, la façon de se comporter. Parce que, pour revenir à ce qu'on a dit au début, c'est la Torah, c'est un peu un mode d'emploi pour la vie. Ce qui fait que ça va nous apprendre, jamais tu as le droit de prêter intérêt. Pourquoi? Parce que la personne à qui tu as prêté intérêt, d'ailleurs c'est aussi un interdit lorsque tu prêtes de l'argent à quelqu'un, de te tenir près de lui et de le regarder pour qu'il se souvienne qu'il te doit de l'argent. Parce que tu le fais stresser. Si Chazécham, tu le fais stresser, alors, bien entendu, si on a le Mida Keneged Mida, mesure pour mesure, tu fais stresser quelqu'un, Kadosh Baruch Hu, il te le renverra, Chazéchalom. Ça pour chaque chose. Ça nous apprend à se comporter avec les autres. Et lorsqu'on se comporte bien avec les autres, bien entendu, ils veulent se comporter bien avec nous. Et on rentre dans un cercle vertueux. À la synagogue, Shabbat, un ami m'offre une montée. Je suis hyper content. Du coup, je veux l'inviter à manger Shabbat prochain. Lui, il va être content. Il va vouloir m'inviter Shabbat d'après. Et pour le remercier, moi, je vais lui offrir un cadeau. Et pour me remercier du cadeau, lui, il va vouloir me faire telle chose. On va commencer à se voir de plus en plus, à créer de véritables liens d'amitié. Et là, on rentre dans le cercle vertueux. Et ça, c'est la Torah qui nous l'apprend. Elle nous dit, fais du bien à ton prochain, fais un effort pour aller vers lui, ne l'angoisse pas, fais attention à lui, essaye de ne pas le rendre triste, vois ses besoins, cherche la paix. Et tout ça, en réalité, donc ça nous permet d'avoir de meilleurs rapports sociaux, d'augmenter au maximum. D'ailleurs, pour
juste une petite parenthèse, lorsqu'on veut par exemple monter une société pour réussir Bezrat Hashem dans la vie, en réalité, il ne faut pas forcément être le plus intelligent, le plus travailleur, celui qui bosse le plus pour essayer d'avoir le plus de profit, etc. Non. Si on est sympathique, on a beaucoup d'amis, on fait attention aux autres, etc., alors les gens veulent nous aider. Ce qui fait que grâce à ça, par exemple, même, je me permets de vous dire ça pour le Keep Rising, après, on tombe sur de bons partenaires, des partenaires qui veulent nous aider et qui nous soutiennent quand on a besoin d'eux et que nous, on soutient quand on a besoin d'eux. Et ça, de manière naturelle, réciproque et sans rien attendre en retour. Et ça, c'est extraordinaire. Et ce qui fait que la chose peut grandir et grandit beaucoup, au Hachem, juste parce qu'on est sympathique et on s'aide les uns les autres. Mais une société qui est concurrentielle, une association au grand Chas Shalom concurrentielle, qui veut juste être la meilleure, etc., alors il ne va pas se faire des amis. Et s'il n'a pas d'amis, tout est régi par le social. Même un vendeur, c'est régi par le social, parce qu'il doit vendre ses produits, il doit donner, il doit être en interaction avec un autre homme pour lui vendre ses produits. Après, il doit aussi peut-être avoir des vendeurs, il doit avoir des managers, etc. Et si les conditions de travail ne sont pas bonnes, ou bien les personnes ne sont pas satisfaites même de la personne qui leur vend, dans ce cas, ça ne peut pas marcher. Je peux avoir un super produit. Si je suis très antipathique, personne ne voudra pas acheter chez moi. Je peux avoir un tout petit produit. Si je suis très sympathique, ça va faire plaisir aux gens et je vais pouvoir le vendre de plus en plus, Bezrat Hashem. C'est pour ça que savoir se comporter correctement, ça peut que amener des bonnes choses. Et c'est pour ça qu'on dit Marbe Torah, Marbe Chaim. Beaucoup de Torah amène à beaucoup de vie. Juste après, on a dit Marbe Yeshiva, Marbe Chochma. Beaucoup d'enseignements, ça amène à beaucoup de sagesse. Alors, on se pose la question. On se dit de base, d'après moi, la sagesse et l'enseignement, c'est la même chose pour moi, non? Maintenant. D'ailleurs, vous remarquez qu'on dit d'abord beaucoup d'enseignements, ça amène la sagesse, pas la sagesse qui amène les enseignements. Pourquoi? Parce que les enseignements, c'est tout un tas de choses, d'apprentissage, de données qu'on va pouvoir prendre et toutes ces données cumulées, ça va amener à ce qu'on appelle la sagesse. Donc du coup, c'est quoi la sagesse? C'est le cumul de tout ça qui va nous permettre de réagir, de réfléchir, de mettre en relation, de savoir comment faire les choses, d'être posé. On sait tout de suite quand on dit un homme sage, on s'imagine tous quelqu'un avec une longue barbe blanche, on dirait qu'il est sain, qu'il est totalement pur. Parce que la sagesse, c'est d'une pureté et d'une beauté extraordinaire. S'il y a vraiment une chose qu'on devrait tous chercher incessamment dans notre vie, c'est la sagesse. Parce que c'est beau, le savoir, c'est extraordinaire. C'est un stimulus pour le cerveau que moi, je trouve splendide. Il y en a, leur but, c'est moi, mon grand plaisir dans la vie, j'ai n'importe quoi, c'est manger des friandises. Pourquoi pas? Mais on remarque que s'il y a bien une chose qui en réalité qu'on doit chercher et qui nous fait plaisir, parce que apprendre et aimer apprendre, c'est un plaisir qui est totalement démesuré par rapport à le fait d'aimer une friandise en particulier. Et on se rend compte que c'est quelque chose de totalement sain, de bon et qui nous fait évoluer. Parce que si j'adore les friandises, bon, quand je vais les manger, je vais avoir du plaisir, je vais avoir de la dopamine et ça va être sympathique. Mais qu'est-ce que ça va m'apporter? Rien, si ce n'est un risque de carie et de grossir. Par contre, c'est aimer le savoir et chercher le savoir. Alors là, ça fait qu'on est un homme sage parce que on arrive à se poser, on arrive à réfléchir, à comprendre les situations, à comprendre les personnes grâce à tous les enseignements et les données qu'on a prises. Et ça revient parfaitement à ce qu'on a dit juste avant, Marbe Torah, Marbe Chaim. Parce qu'en réalité, pour avoir Marbe Torah, pour avoir beaucoup de Torah, qu'est-ce qu'il faut? Il faut Marbe Yeshiva, il faut beaucoup d'enseignements. Et beaucoup d'enseignements, ça amène à quoi? Marbe Chochma, à beaucoup d'intelligence, beaucoup de sagesse. Et en ayant ça, on a quoi? Marbe Torah, on a beaucoup de Torah. Et on a dit que lorsqu'on a beaucoup de Torah, Marbe Chaim, on a beaucoup de vie, Bezrat Hashem. D'ailleurs, en réalité, on peut continuer cette digression avec ce qu'il a marqué juste après. Marbe Etza, Marbe Tvuna. Beaucoup de conseils, beaucoup de raisons. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, beaucoup de conseils, c'est à la fois savoir en recevoir et savoir en donner. Et on sait que, malheureusement, ce n'est pas toujours si facile de recevoir des conseils. Parce que, fondamentalement, ça veut dire quoi recevoir un conseil? Ça veut dire que je me trouve face à une situation
qui est compliqué, où j'ai un choix à faire, et donc je demande un avis extérieur à quelqu'un, des conseils pour régir ce problème. Le problème fondamental de cette situation, c'est que l'homme, par nature, par essence, a un minimum de gava, d'orgueil. Ce qui fait que le fait de demander un conseil, ça vient à admettre que j'arrive pas à résoudre cette situation et que j'ai besoin, comme d'une astuce dans les jeux vidéo, et que j'ai besoin d'un coup de main pour pouvoir régir cette situation. Et donc, admettre qu'on a besoin de quelqu'un d'autre et d'un coup de main, c'est admettre qu'on n'est pas le meilleur, et ce qui est entièrement le cas, mais il faut réussir à l'admettre, admettre qu'on a besoin de l'autre, et tout ça, ça touche directement, malheureusement, à la gava de l'homme, et qui parfois est plus ou moins disproportionnée, ce qui peut amener à justement des gens qui ne supportent pas de demander conseil, des shalom, et etc. Et donc prendre des mauvais choix, mais juste par gava, et parce qu'on n'ose pas donner sa place à l'autre. Mais là, c'est pour ça que beaucoup de conseils, savoir recevoir des conseils, ça nous permet de comprendre les points de vue des autres pour essayer de voir un maximum ce qui se passe. Alors, je vais expliquer ça tout de suite en citant une autre Mishnah de Pirkei Avot qui nous dit Ezeu Chacham, qui est l'homme sage, à l'Omed Mikol Adam. C'est celui qui apprend de tout homme. Qu'est-ce que ça veut dire? On va le voir très rapidement parce que vraiment, c'est tout un sujet en soi. On a donné, j'aime pas mal de cours dessus. Mais l'homme intelligent, celui qui apprend de tout homme, ça signifie que notre point de vue peut varier. On dit qu'il y a 70 visages dans la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la même Torah, on peut l'avoir de 70 façons différentes. Ça, on peut l'expliquer. Si on a une montagne devant nous, moi, je me place à un endroit, je vois la montagne. Mais celui qui va se placer de l'autre côté de la montagne va avoir une autre partie de la montagne. Pourtant, c'est la même montagne. Donc, en réalité, pour voir toute la montagne en entière, il faudrait placer 70 personnes. Bien entendu, on dit qu'il y a 70 visages dans la Torah, mais dans la montagne, ça dépend les épaisseurs, etc., pour savoir combien de personnes on met. Mais peu importe. On va partir sur la base de 70. Il faut les 70 personnes et combiner tous leurs points de vue pour pouvoir avoir la montagne en entier. D'ailleurs, pour ceux qui font un petit peu d'informatique, c'est ce qu'on fait en modélisation 3D. Il faut faire chaque partie de l'objet pour pouvoir avoir l'objet dans son entièreté en 3D. Mais si je fais une seule partie, c'est du 2D et je n'ai pas tout l'objet. Si je vous montre aujourd'hui mon téléphone comme ça, vous voyez que le dos de mon téléphone. Vous ne voyez pas tout mon téléphone. Ce qui fait que maintenant, si je vous demande qu'est-ce que vous voyez, vous allez me dire le dos du téléphone avec une caméra. Moi, je vais dire, moi, je vois l'écran du téléphone. Donc, on va dire, lequel des deux ment? Aucun des deux. C'est la même chose, mais de deux points de vue différents. Et pour que vous sachiez exactement c'est quoi l'objet, il faut que vous voyez cette partie, cette partie, cette partie et cette partie. Et il faut avoir justement tous les aspects comme une modélisation 3D pour pouvoir appréhender l'objet et la chose. Et c'est pareil dans notre vie. Chaque situation, il y a différents points de vue. C'est comme on a l'habitude, malheureusement, quand il y a des disputes, toujours une partie dit c'est moi qui ai raison et l'autre elle dit aussi c'est moi qui ai raison. Donc lequel des deux a raison? Selon le point de vue des deux, ils ne mentent pas forcément, parce que selon leur point de vue, c'est eux qui sont dans le bon chemin et qui ont raison. Mais en réalité, il faut combiner les deux points de vue. Comme ça, une personne extérieure pourra combiner les deux points de vue, voir la situation des deux points de vue et pouvoir décider qui a raison dans les deux. C'est pour ça que l'avis de l'autre et demander des conseils à l'autre est extrêmement important, parce que d'abord, il a du recul. Et avoir du recul, c'est ne pas être dans la situation et donc voir d'un autre angle la situation et avec un autre point de vue pour pouvoir l'appréhender au mieux. Et c'est là que les conseils des autres peuvent aider. Alors aussi, tout de suite, on peut se dire, d'accord, alors, j'hésite, par exemple, pour un chidour sur une fille avec qui j'aimerais me marier. Alors, je vais demander à tout le monde leur point de vue pour pouvoir savoir c'est quoi le mieux. Et tout de suite, on se retrouve dans une situation où tout le monde dit des choses contradictoires et où je ne pourrais jamais m'en sortir. La moitié, ils disent va avec elle, la moitié, ils disent va pas avec elle, les autres, ils disent oui, mais il faudrait qu'elle change ça et ça. Jamais on pourra s'en sortir. Comment ça se fait? Parce qu'il y a trop de points de vue différents. Et en réalité, les points de vue, ils dépendent aussi de notre expérience. Pourquoi est-ce qu'on va demander des conseils à des grands rabbinim?
Parce que les grands rabbinim sont des personnes qui ont beaucoup étudié, donc, comme on vient de le voir, qui ont beaucoup de sagesse et qui ont vu pas mal de situations comme ça et qui peuvent décider, grâce à toute leur intelligence, à leur recul et à leur expérience surtout, quelle est la meilleure situation et quelle est la meilleure chose à faire. Par contre, si je vais voir quelqu'un qui malheureusement a divorcé et a eu une mauvaise expérience, alors il va me dire de facto, même inconsciemment, ne va pas avec cette personne. Maintenant, si je vais voir avec quelqu'un qui est super heureux en couple et qui s'est marié jeune, il va me dire, vas-y, fonce, c'est extraordinaire. En fait, chacun a un point de vue, ce qu'on appelle relatif. Relatif, c'est dire qu'il n'est pas objectif. Objectif, c'est je suis totalement impartial, comme un juge, et je juge sur la situation. Mais relatif, ça veut dire que j'ai toujours un a priori sur les choses. Et on a un a priori sur tout, sur absolument tout. Est-ce que je vais prendre le stylo rouge ou le stylo bleu? Eh bien, on peut dire que c'est un choix anodin qui ne sert à rien. Mais en réalité, on voit, et c'est prouvé psychologiquement, que si on a une préférence pour le bleu ou pour le rouge, en tant que couleur même, alors on penchera plus d'un côté que de l'autre inconsciemment. Si on a vu énormément de bleu aujourd'hui, parce qu'on est dans une pièce bleue, alors on pensera inconsciemment vers le bleu le lendemain. Et il y a beaucoup de paramètres, ce qui fait que même sans s'en rendre compte, tous nos points de vue sont toujours relatifs. Et parfois, ça peut être une bonne chose, mais parfois non. Et donc, il va falloir savoir doser. Donc, c'est pour ça qu'on nous dit beaucoup de conseils, ça amène beaucoup de raisons, parce qu'on va pouvoir être raisonné en ayant les conseils des autres qui vont pouvoir nous guider lorsqu'on n'arrive pas à nous guider. Donc, encore une fois, le point de vue de l'autre est extrêmement important. L'homme intelligent, celui qui apprend de tout homme. Et il faut savoir demander des conseils, il faut savoir prendre des astuces des autres. Et on va juste faire très rapidement les deux derniers. Marbe et Tsam, excusez-moi, le dernier. Marbe Tzedaka, Marbe Shalom, beaucoup de Tzedaka, ça amène beaucoup de paix, parce que la Tzedaka, en aidant les pauvres, ça permet de les réinstaurer socialement, ça permet qu'il n'y ait plus de problèmes entre pauvres et riches. On sait que malheureusement, les différences sociales, on a connu ça, il y a énormément de problèmes malheureusement encore à résoudre aujourd'hui, mais on voit qu'en faisant de la tzedaka, en faisant de la charité, alors Akadosh Baruch Hu, il voit ça, il voit que les hommes s'aiment entre eux, parce que c'est ça de la tzedaka, c'est de l'amour pur, parce que lorsque je vais donner une pièce à un inconnu dans la rue qui est dans le besoin, alors que la pièce, c'est de l'argent que j'ai gagné en travaillant, et lui, il est là dans le besoin et je ne le connais pas, et même parfois, il ne me demande même pas, et que je lui donne quand même l'argent, alors que je ne connais pas et que j'ai travaillé dur pour l'avoir, alors là, si ça, c'est pas de l'amour, alors comment est-ce qu'on peut appeler ça? Et c'est ça la beauté du Ham Israël. Bien entendu, beaucoup de goïms font aussi l'équivalent de la tzedaka, de la charité, etc. Mais c'est beau parce que ça montre qu'on est unis. Et par ça, alors ça crée des liens d'amour, des liens d'amitié. Et lorsqu'on a de l'amour et de l'amitié entre nous, ça amène la paix. Forcément, parce que l'amour, c'est l'antipode de la haine, et c'est la haine qui amène la guerre. Chazé Shalom. Voilà, donc juste pour reprendre très rapidement, succinctement, ces différents attributs positifs, on a vu que avoir beaucoup de Torah, ça amène beaucoup de vie, parce que la Torah, même s'il y a des choses qu'on ne comprend pas, ça nous permet d'avoir une bonne hygiène de vie, ça nous permet de bien savoir se comporter. Et si tout le monde adopte cette hygiène de vie et adopte ces différents comportements, alors forcément, on ne tombera que sur des bonnes personnes et le monde ne pourrait que évoluer positivement. On a vu que beaucoup d'enseignements, ça amène à beaucoup de sagesse, parce que les enseignements sont différentes données qu'on accumule pour pouvoir raisonner, pour pouvoir être posé et avoir plus d'intelligence par la suite. Beaucoup de conseils qu'il faut réussir à demander, ça amène à beaucoup de raisons, parce que ça permet d'influencer nos décisions pour arriver vers le meilleur choix, Bezrat Hashem, et beaucoup de justice, beaucoup de tzedaka, ça amène à la paix, parce que ça amène Bezrat Hashem, l'amour dans le peuple juif. Chazak ou tout le monde. Merci Raphaël.